Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros à la forêt. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la forêt française depuis le Moyen-Âge et nous allons mesurer à quel point cela touche à notre culture, à notre territoire, à notre économie, à notre imagination et même à nos légendes. Et puis dans un deuxième volet, nous verrons à quel point la compréhension de cet écosystème, qui est tout à la fois complexe, utile et fragile, dépasse et de loin nos préoccupations nationales. Regardez cette carte du couvert forestier français au milieu du XIXe siècle. Si on la compare à une carte contemporaine, on constate de grandes différences en plusieurs points de l'hexagone. 1850-2012. Contrairement à une idée reçue, la surface forestière française a pratiquement doublé en un siècle et demi, passant de 9 millions d'hectares au milieu du XIXe à plus de 16 millions d'hectares aujourd'hui. Eh bien, nous avons eu envie de repérer dans l'histoire les grandes étapes qui, depuis 2 millénaires, ont façonné notre espace forestier. Le XIXe siècle a souvent véhiculé l'image idyllique d'une forêt gauloise totalement intacte, protégée par un panthéon de divinités. Or, en fait, la déforestation a déjà commencé lorsque César conquiert la Gaule. Pour les 10 millions de Celtes vivant sur ce territoire, la forêt est autant un lieu de culte qu'une ressource à exploiter. Ésus, l'un des principaux dieux gaulois, est d'ailleurs souvent représenté une hache à la main. Le bois venant de Gaule est aussi très recherché. Pline l'Ancien, qui est chargé de fournir la marine romaine, préfère par exemple la qualité des sapins du Jura et des Vosges à celle du sapin venant de Grèce. À partir du IVe siècle, les grandes invasions, c'est-à-dire les Vandales, les Huns, les Visigoths, provoquent une période de troubles et de déclin économique. La forêt regagne alors du terrain et colonise les terres agricoles abandonnées. Il faudra attendre le Xe siècle et cette période que l'historien Georges Duby appelle la révolution agricole médiévale pour que la forêt soit de nouveau grignotée par les activités humaines. Regardez cette miniature. On y repère tous les progrès techniques qui ont permis cette révolution agricole. Emploi de la charrue à roues, munie d'un soc et d'un versoir qui aère la terre, utilisation de la herse qui permet d'enfouir les semences, adoption du collier d'épaule pour les chevaux qui peuvent ainsi tirer des charges beaucoup plus lourdes, et puis il y a la généralisation de l'outillage en fer. Eh bien, tous ces éléments vont entraîner un accroissement des rendements et une augmentation sans précédent de la population. On estime que le nombre d'habitants en Europe a doublé entre 950 et 1300. Eh bien, cette explosion démographique est la première cause des grands défrichements du Moyen Âge. La forêt va ainsi céder la place à de grandes superficies de terres cultivables. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder 2 cartes. La première nous montre une restitution de couverts forestiers en France, en Angleterre et en Allemagne au XIe siècle, et la seconde, ce qu'il en reste, 3 siècles plus tard. Il y a donc alors un risque de pénurie de bois. C'est pourquoi Philippe VI de Valois promulgue le premier code forestier en 1346. Ce document, qui est connu sous le nom d'ordonnance de Brunoy, aura en fait peu d'influence sur la reconstruction du patrimoine forestier français. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'il ne s'applique qu'aux forêts de la couronne. Or en 1350, l'influence royale est en fait assez limitée sur le territoire. 2 faits marquants vont restreindre l'impact des activités humaines sur la forêt. D'abord la guerre de Cent Ans, qui oppose la France et l'Angleterre, et surtout la peste noire, qui en 5 ans décime le tiers de la population européenne. À partir du XVe siècle, l'économie se redresse, les défrichements reprennent, d'autant que l'État est souvent le premier à exploiter de manière intensive ses propres forêts lorsqu'il a besoin d'argent. Au XVIIe siècle, Louis XIV veut développer sa flotte commerciale et militaire. Colbert crée les arsenaux de Brest, de Rochefort, de Toulon. Il ordonne la construction de 276 navires de guerre. Alors quand on sait que la construction d'un vaisseau de 74 canons et 60 mètres de long nécessite l'abattage d'environ 3000 chênes centenaires, on mesure l'ampleur des besoins. Les chantiers navals disposent d'ailleurs d'un droit de préemption sur toutes les coupes et chaque arbre est utilisé de manière à en tirer le meilleur parti. Colbert ordonne aussi la plantation de nouvelles futaies comme la forêt de Tronchet, 11 000 hectares au centre de la France, entièrement dédiés à la production de bois de marine, et ce,
sur un cycle de 200 ans. Du point de vue législatif, de nouvelles ordonnances sont publiées en 1669 et 1689. Le pays est alors divisé en 16 départements, gérés par des maîtres des eaux et forêts. L'un d'eux est resté célèbre pour avoir écrit des fables. Il s'appelle Jean de La Fontaine et il a exercé cette charge dans le canton de Château-Thierry pendant près de 20 ans. Après la mort de Colbert, la législation mise en place tombe dans l'oubli. Aux besoins traditionnels comme la construction ou le chauffage s'ajoutent maintenant de nouvelles activités industrielles très consommatrices de bois. La superficie de la forêt française décline à nouveau au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Début XIXe, elle ne constitue plus que 16% du territoire national, soit 2 fois moins qu'aujourd'hui. Donc face à ce constat alarmant, l'école royale forestière est créée à Nancy en 1824 et un nouveau code forestier est promulgué en 1827. Quelques années plus tard, Napoléon III lance une première politique de reboisement, plantation de pins maritimes sur les landes de Gascogne, afin de fixer les dunes et d'assainir près de 300 000 hectares de landes et de marais, et replantation de la forêt de Sologne, qui avait alors pratiquement disparu. Et puis enfin, il y a la mise en place d'un programme de restauration des terrains en montagne. Il s'agit de replanter des forêts destinées à stopper l'érosion des sols, à prévenir les risques de crues et à contenir les avalanches. C'est ainsi que vont naître ou renaître de nombreux massifs dans les Pyrénées ou dans les Alpes provençales. Donc on le comprend, à partir de la fin du XIXe siècle, la forêt française cesse pour la première fois de décroître, et d'autres facteurs vont favoriser cette lente reconquête du territoire. Il y a d'abord l'abandon du charbon de bois au profit du charbon de terre pour le chauffage ou l'industrie. Il y a de nouveaux matériaux comme l'acier qui sont de plus en plus utilisés pour la construction. Et puis plus récemment, la diminution des surfaces agricoles va favoriser une reprise de la forêt dans certaines régions. À la fin des années 1950, après 2 guerres mondiales, le besoin d'évaluer les ressources forestières devient indispensable. L'IFN, l'Inventaire forestier national, est créé en 1958 et il a pour mission de réaliser un inventaire permanent des ressources forestières, aussi bien publiques que privées. Alors concrètement, comment procède-t-on pour faire un tel inventaire? Comme il est matériellement impossible de compter tous les arbres à l'échelle d'un pays, on utilise une méthode statistique. Pour commencer, l'ensemble du territoire est virtuellement découpé en carrés identiques de 1 km de côté, soit une superficie de 100 hectares. Chaque année, 1/10 de ces carrés est analysé par l'inventaire forestier. Puis cette trame se décale l'année suivante, et ainsi de suite. Eh bien, l'avantage de cette méthode, c'est que la trame d'échantillonnage se déplace tous les ans, en prenant en compte ainsi l'ensemble du territoire. Voici par exemple les surfaces retenues pour une année donnée. Alors pour bien comprendre, maintenant concentrons-nous sur l'un des carrés d'inventaire. À partir du centre du carré, un programme informatique détermine de manière aléatoire un point d'inventaire principal, et parfois même des points secondaires, puis un cercle de 50 mètres de diamètre est tracé autour de ce point. Il délimite ce qu'on appelle une placette. On passe alors à l'étape de la photo-interprétation. En s'appuyant sur ce type de photographie aérienne géoréférencée, des techniciens analysent sur ordinateur chacune des placettes. Les zones non forestières sont rejetées. Par contre, si une présence forestière est attestée, comme ici, les points d'inventaire et les placettes qui les entourent sont retenus. 8000 à 9000 de ces lieux sont ensuite visités. Arrivés sur le terrain, les techniciens de l'inventaire forestier commencent par rechercher le point d'inventaire défini lors de la photo-interprétation. Une fois localisé par GPS, ce point est matérialisé par un piquet, à partir duquel plusieurs cercles concentriques sont tracés. Le plus grand cercle matérialise la placette définie lors de la photo-interprétation, et dans cet espace, on y relève le taux de couvert et les différentes espèces présentes. Ensuite, les arbres sont recensés suivant leur taille dans l'un des 3 autres cercles. Ainsi, les gros arbres, d'un diamètre supérieur ou égal à 47 cm et demi, sont recensés dans un cercle de 15 mètres de rayon autour du point d'inventaire. Les arbres moyens sont comptabilisés dans un rayon de 9 mètres et les petits arbres dans un rayon de 6 mètres. Et cette méthode statistique est jugée suffisamment fiable pour permettre par extrapolation
de calculer le volume de bois sur l'ensemble du secteur étudié. Et sur le terrain, d'autres données très importantes comme le caractère du sol, le type d'humus, la quantité de bois mort ou encore l'inventaire de la flore sont également enregistrés. En 2011, 8432 placettes ont ainsi été visitées par les techniciens de l'inventaire forestier et leurs relevés ont permis, entre autres, d'estimer le volume de bois disponible en France métropolitaine à environ 2,5 milliards de mètres cubes, soit la 4e plus grande réserve de bois dans l'Union européenne, derrière la Suède, la Finlande et l'Espagne. Bien, alors ces dizaines de milliers de données qui sont collectées chaque année sont recueillies par l'inventaire forestier et elles sont aujourd'hui centralisées par l'IGN, c'est-à-dire l'Institut national de l'information géographique et forestière. Elles servent bien évidemment à piloter la politique de gestion forestière de notre pays. Mais alors qu'en est-il de l'échelle européenne? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans un prochain numéro. Nous allons confronter ces données nationales à celles qui sont recueillies au niveau européen et au niveau mondial. Sur l'histoire de la forêt française, je vous conseille la lecture du livre Une histoire de la forêt de Martine Chalvet aux éditions du Seuil. Et puis à partir des sites ign.fr ou ifn.fr, vous pourrez retrouver de nombreux rapports de synthèse ainsi que toutes les données forestières, région par région. Vous y trouverez aussi la revue IF, qui dans sa livraison de juin 2012, traite du bois mort en forêt, un élément essentiel à l'équilibre des écosystèmes forestiers.